Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition Katharina Grosse, Déplacer les étoiles. Vous vous promenez à travers un sentiment que tout peut être imagination. Tout est un espace potentiel pour de nouvelles possibilités. Donc on voit toute la génialité et la force environnementale, quelque chose de très éphémère et immatériel, et qui est la capacité de déménager une énergie. La force de l'œuvre de Katharina Grosse, c'est qu'elle ne peut pas se lire d'une seule manière. Depuis la fin des années 80, Katharina Grosse développe une pratique qui pose la question « Comment réinventer la peinture à la fin du XXe siècle ?» Après les 80 années de table rase, faites par ces avant-gardes successives et leur lot de retours à l'ordre. Avec ces grandes membranes colorées, en relation symbiotique avec leur contexte d'exposition, l'œuvre de Katharina Grosse ne cesse de jouer et de déjouer l'abstraction. Sa sensibilité, alliée à sa fine connaissance de l'histoire de la peinture, l'artiste la doit peut-être à ses origines. Elle qui naît en 61, en pleine Allemagne de l'Ouest, d'une mère peintre, Barbara Grosse, et d'un père intellectuel, recteur, à l'université de Bochum dans la Ruhr. Au Centre Pompidou-Metz, l'artiste a créé une déflagration de couleurs dans le forum, la grande nef et sur le parvis du bâtiment de Shigeruban. L'œuvre principale, installation à l'origine réalisée en Australie, explique en partie le titre de l'exposition « Déplacer les étoiles ». Shifting the stars. Déplacer les étoiles, il y a un mouvement. Chiara Parisi, commissaire de l'exposition. Il y a des ciels qui se confrontent, le ciel d'une partie du monde, qui est celui de l'Australie, et cette sphère céleste qui vient de l'Europe. À l'origine à Sydney, dans le centre d'art Carriage Works, Katharina Grosse avait envahi les 4200 m² d'un immense drapé mesurant lui plus de 8000 m². Accroché au plafond par de multiples nœuds et retombant en autant de plissés, peints de couleurs pulvérisées à l'aérographe, suivant les plis du tissu ou à contre-pied de celui-ci. J'ai créé une pièce à Carriage Works à Sydney en 2018. Katharina Grosse. Donc il y a des traces de ma première installation. Et je vais peindre par-dessus mon propre travail, ce qui est, je trouve, fascinant. Un peu plus, s'il vous plaît. Oui. Montage J-20, dans les espaces s'affairent les cordistes en charge de lever le tissu et la chargée de projet Lucille Pierrot. Là, on prépare les levages et les points définitifs pour pouvoir lever la toile et la mettre en place afin que l'artiste puisse prendre. Tout est très orchestré, le studio. Enfin, savait exactement où il voulait placer les nœuds, à quelle hauteur les hisser, avec le poids des nœuds supposés, que les cordistes reprennent une fois que le nœud est monté, quel type d'élingue mettre. Tout est très pensé avant, même si ça paraît très libre, en fait, tout est très pensé. D'un musée à l'autre, chaque changement est étudié à la loupe. Tout est planifié en amont par l'artiste depuis son studio à Berlin. Sur des maquettes de l'architecture de Shigeruban, elle étudie les retombées du tissu, les points d'attache, les couleurs, afin qu'une fois sur place, elle puisse peindre par-dessus les couches de peinture qui avaient été faites à Sydney. On voulait absolument que l'œuvre soit transformée, repeinte aussi, réadaptée à notre nef, réaccrochée de façon différente, et en même temps qu'elle pouvait agir à nouveau avec la performance à travers la peinture. En pénétrant la grande nef du Centre Pompidou-Metz et en tirant légèrement un rideau de peinture, un pas suffit aux visiteurs pour entrer dans un paysage intersidéral. Mirador de la Méduse, mi-cathédrale tie and dye au ton punk délavé. Le spectateur peut toucher, marcher, se poser dans cet espace aux dimensions de géants de contes d'enfants. C'est comme tu entrais dans le ventre d'une baleine. Donc tu rentres, vraiment, tu vois même la structure, hein, tu vois presque les côtes. Hein, et elle t'englobe, donc c'est beaucoup de références, bien sûr bibliques, on peut dire. En ressortant de cette tente inversée, le sol du musée lui-même est également peint par l'artiste. Avec les reflets de lumière qui pénètrent la verrière, c'est comme si on marchait sur des vitraux de cathédrale. Devant les grandes verrières, la peinture se prolonge encore sur le parvis sans discontinuer, mais dans des tons cette fois plus vifs, presque fluo, gorgés de la lumière du jour et nous la rendant au centuple.
Catherine a vu comme notre musée. Elle a été conçue avec donc cette grande nef qui déborde sous le parvis, que c'est vraiment le projet de Shigeru Ban. Il y a une transparence des murs qui permet vraiment de voir ce parvis, la piazza, cette verse. Donc il voulait absolument qu'il y ait une sorte de glissement de sa sculpture d'Australie vers l'espace public de Metz. C'est là donc qu'elle a donné l'idée d'avoir ce parvis en asphalte et donc d'agir à la horizontale. Parce que si la grande nef est complètement verticale, l'espace public est, par sa nature, et ça c'est très important, il doit être horizontal, non? Alors du coup, sur cette page, en gros, en termes de photos, là on est en train de créer le livret qui sera mis à disposition du public pendant toute la durée de l'exposition. Elsa De Smet, responsable du pôle des publics. C'est un livret qui a un ton particulier parce que c'est presque une invitation à un voyage, il est un petit peu narratif, c'est une plongée dans le travail de Katharina Grosse qui est proposé un peu crescendo, comme ça en allant d'une œuvre à une autre, et qui nous fait comprendre finalement en quoi est-ce qu'une œuvre d'art peut être un levier de découverte philosophique, puisque on est à la fois invité à rentrer dans une expérience sensible, à rentrer à l'intérieur de soi, tout en vivant quelque chose finalement qui est de l'ordre de l'universel. Pénétrer l'installation de la Grande Nef revient à faire un parcours initiatique au cœur de la couleur, celle de la matière, à une échelle de l'infiniment petit, mais aussi celle de l'infiniment grand, comme si on évoluait en pleine voie lactée. Cette plasticité de la perception, Katharina Grosse la permet grâce au parcours qu'elle invite le visiteur à faire et son lien constant aux dimensions changeantes de son environnement. Donc on ne peut pas tout voir d'un seul coup d'œil. Il faut se promener. Il faut rassembler les différents endroits dans son cerveau, mais aussi dans sa perception interne. Et pourtant, c'est notre corps qui nous donne toutes les informations. Donc tout est sollicité. Notre corps, notre perception intérieure, nos sens extérieurs, absolument tout est activé quand on évolue dans cette installation. Il y a aussi le changement d'attention. Donc notre centre d'attention change tout le temps selon la manière dont on se déplace dans l'espace, et notre échelle d'observation change aussi. On voit quelque chose d'assez petit, comme le plafond inférieur, et on se sent plutôt à l'aise. Et puis on arrive à un endroit où on se retrouve à être le plus petit objet d'une installation qui, elle, est très grande. Elle mesure 18 mètres de haut. On regarde ensuite quelqu'un à l'extérieur, et on se retrouve avec notre propre taille d'être humain, notre propre expérience d'être humain. Et ces gens à l'extérieur nous regardent, et on réalise qu'on est tous les deux en train de regarder quelque chose ensemble. Le rapport de Katharina Grosse à la couleur est peut-être à trouver dans un texte que l'artiste avait écrit à l'occasion de son exposition à Sydney autour de Perceval le Gallois et de l'une de ses expériences marquées par le rouge vif de son sang. Lorsque Perceval a combattu le Chevalier Noir, il a été blessé et des gouttes de sang ont coulé sur la neige. Il commença à s'assoupir, à oublier le combat, à se languir de sa maison et de sa bien-aimée. Comprenant que quelque chose n'allait pas, son cheval alerte se retourna, de telle sorte que Perceval put voir les traces cramoisies de son propre sang dans la neige blanche. Cette prise de conscience le sortit de son hébétude et le ramena dans le présent. Si Katharina Grosse écrit ce texte sur un retour à la vie conditionné par la vue d'une couleur vive, c'est que ses œuvres, abstraites par nature, fonctionnent comme un signal d'alerte, appelant le spectateur à revenir aux fondamentaux sensibles du monde. Température des couleurs, vibration de la matière, force physique. Nous ne sommes jamais dans une idée fixe de la réalité. On est toujours dans cet état sensible, d'hyper-vibration. Et je pense que c'est ce que je veux proposer comme possibilité de regarder le monde. Des dizaines de pots de peinture qui jonchent le sol du centre Pompidou-Metz sont mélangés pour l'artiste qui s'apprête à y peindre. Grâce à la préparation méticuleuse en amont de l'exposition, elle va bientôt improviser et composer ses courants de peinture, prolongation autant que disruption par rapport au bâtiment. L'institution existante est aussi une image, donc je m'immisce dans cette image. J'écris par-dessus, comme dans un palimpseste. Peut-être même que je déclare un désaccord avec elle en la peignant.
Mais en même temps, je laisse suffisamment de l'existant pour qu'il puisse en faire partie. Pour s'intercaler. Pour perforer ma pensée. Parce que sinon, je perdrais l'ambiguïté. Je perdrais toutes les perspectives. Son rapport à la couleur, Katharina Grosse le développe dans son approche de l'histoire de la peinture. Et pendant ses études à partir des années 80, à l'école des beaux-arts de Düsseldorf, où sur les bancs s'assoient Andras Gursky, Thomas Ruff, Katharina Fritsch, et où enseignent Tony Cragg ou Nam June Paik. Mais c'est une figure en particulier qui ne fait pas partie des grandes stars du moment, qui allait marquer à jamais la jeune Katharina. Je me suis dit que j'avais appris tout ce que l'école pouvait offrir. Et il y avait une restauratrice qui était fantastique, qui enseignait toutes les techniques de la peinture. Et elle parlait beaucoup de sous-peinture. Par exemple, du pigment minéral vert comme une sous-teinte au ton de la peau des toiles de Rubens. Lorsque je peignais un portrait ou une plante, je regarderais toujours à travers les premières couches et je commençais par les couleurs brutes et les couleurs qui, selon moi, devaient être présentes en tant que construction. Dans les espaces du centre Pompidou-Metz, un orange côtoie un vert sombre, côtoyant lui-même un violet profond. Toutes les teintes se battent pour leur propre survie, comme si elles étaient les sujets d'un documentaire animalier. Et comme dans la nature, les couleurs dissonantes, opposées ou au contraire proches, négocient à la vie, à la mort. Et là où elles se jouxtent, existe une zone frontière où chaque couleur existe, vibrant au diapason de sa voisine. Ma façon d'utiliser les couleurs vient vraiment de la compréhension que des couleurs très opposées ont toujours un ambassadeur l'un dans l'autre. Au moment de la rencontre entre deux choses, là où deux qualités se confrontent, cette zone liminale, cette frontière entre deux choses est en fait l'endroit le plus intéressant, où la vibration est vraiment élevée et où la négociation est la plus vitale. Vous savez, donc cette idée d'être à son propre endroit tout en se connectant par le biais de petites alliances. Son analyse de la couleur, mais aussi de la touche, et les possibilités d'existence des deux ensemble, que les œuvres du Centre Pompidou-Metz explorent, Katharina Grosse l'a développée au cours de ses nombreuses visites au musée du Louvre, où elle regarde Rubens, Delacroix, Boucher, les maîtres italiens. Alors sur ces traces, je me rends moi-même au musée du Louvre, où je rencontre Donatien Gros, conseiller pour les programmes contemporains du musée et auteur d'un texte présent dans le catalogue d'exposition. C'est-à-dire qu'on pourrait relire toute l'œuvre de Katharina Grosse, non pas à partir d'une histoire d'abstraction, mais à partir des 500 années du geste pictural avec des artistes comme notamment Géricault, Delacroix, d'une histoire des aplats, des jaillissements, de ce qu'on appelle l'impasto, et de se dire que ces affleurements en quelque sorte de peinture, c'est la source, et on pourrait s'amuser à regarder chaque geste pictural de Katharina Grosse et d'aller voir, je parlais de Tintoret, chez Véronèse, chez Delacroix, chez Rembrandt bien sûr. Cette peinture qui fait du geste, non pas une expression isolée, abstraite, mais au contraire le jaillissement de la peinture. Montage J-10, une étrange installation est en train de prendre forme dans le forum du Centre Pompidou-Metz. Là, en fait, tu as tous les objets du lit qui sont emballés individuellement. Et en fait, il y en a énormément. Tu as des chaussures, des livres, une gomme, des post-it, des tongs, des bouteilles en plastique. Et en fait, on est en train de vérifier que tout est bien là. Tout est en provenance d'une galerie. Et on est en train de tout déballer individuellement. Et Camille les place au fur et à mesure. Et après, Katharina va revenir bouger les objets. Et là, c'est la partie un peu fastidieuse. Cette œuvre intitulée Le lit, Das Bett, sorte de nature morte de l'espace intime de l'artiste, couvert d'un voile de peinture violette, correspond à un changement dans sa carrière. Dès le début des années 2000, alors que Katharina Grosse enchaîne les invitations en galeries et en musées, Corée du Sud, Los Angeles, Londres, Katharina s'interroge sur la façon de réinventer sa pratique.
J'ai eu un moment où je n'étais pas vraiment satisfaite de toutes mes grandes installations. Je pensais qu'elles m'échappaient, qu'elles me dépassaient d'une certaine manière. C'était aussi des œuvres institutionnelles qui avaient des échéances. Et mon temps, ma relation à l'échéance, c'était compliqué. Et je me suis dit, et si je faisais une petite œuvre dans un espace qui n'est pas institutionnel, où est-ce que ça serait ? 2004. C'est donc sa chambre que l'artiste Katharina Grosse décide de peindre et transformer en œuvre exposée pour la première fois à Düsseldorf. Donc tout ça était nouveau dans ma relation à la peinture. Parce que jusqu'alors, je ne voulais rien dans l'œuvre qui ait l'air narratif. Et tout d'un coup, il y avait toutes ces choses dans mes œuvres qui racontaient quelque chose, pas spécifiquement sur moi, mais sur n'importe quelle situation dans un monde intime. Loin de contredire par cet aspect narratif ce que serait une œuvre purement abstraite, The Bed précise le rapport de Katharina Grosse à l'abstraction. Terrain d'expérimentation, jamais réduit à un système. L'abstraction peut être pensée en soi, comme elle l'a été dans le développement de l'art moderne dans les années 30 aux États-Unis, de manière très idéologique, qui était liée à un fantasme de nouveauté. Cette construction idéologique s'oppose à une autre histoire de l'abstraction, qui est une histoire non pas à partir d'une abstraction en soi, mais d'une abstraction comme processus, abstraire. Et il me semble que l'œuvre de Katharina Grosse est bien davantage liée à l'abstraction comme processus qu'à l'abstraction en soi. Certes, à titre comme ça, un peu naïf, on peut regarder et se dire qu'on voit des formes abstraites avec des jets de peinture, mais ça, en fait, c'est un peu un trompe-l'œil, puisque le vrai geste, c'est comment va-t-elle abstraire du lieu où elle peint, comment va-t-elle abstraire de la toile, comment va-t-elle abstraire de la peinture, comment va-t-elle s'abstraire elle-même de son processus de réflexion, puisque c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui lit tout le temps. Et la différence, c'est que cette abstraction-là, c'est un processus d'abstraire. C'est pas l'immédiateté de l'abstraction autoréférentielle qui peut être pensée en soi. Et au fond, ce que propose Katharina Grosse, c'est le contrepoison de l'abstraction autoréférentielle, c'est l'abstraction comme processus sans cesse réinventé. Le processus d'une abstraction sans cesse réinventée passe au Centre Pompidou-Metz par les différentes relations que chacune de ses œuvres y entretient avec la peinture. Sa nature d'immersion dans la couleur même dans l'œuvre de la Grande Nef. Son expansion horizontale sur le parvis, accompagnant le mouvement spatial des visiteurs et connectant symboliquement l'intérieur et l'extérieur du musée. Et dans une dernière œuvre, composée d'une souche d'arbres en diagonale de l'espace du musée et de morceaux de toile que l'artiste a choisi de laisser vierge de toute peinture, sa capacité à faire paysage, en appelant à cette tradition séculaire de la peinture du paysage autant qu'à celle du ready-made aidé. C'est elle qui a demandé donc d'utiliser des arbres des Vosges, donc pas loin de chez nous, et de l'introduire à l'intérieur. C'est un tableau, c'est différent par rapport à l'expérience de Thomas de la Grande Nef. C'est quelque chose qu'il voulait ajouter à ces projets qui viennent de si loin que l'Australie. Déplacer les étoiles, c'est déplacer à la base physiquement cette œuvre principale de son contexte australien d'un continent à un autre, mais c'est aussi avant tout penser les multiples déplacements qu'amène le travail de Katharina Grosse. Le déplacement de l'acte pictural du tableau traditionnel en 2 dimensions aux 3 dimensions de l'espace et à la 4e, du temps. Le déplacement du corps du visiteur dans l'espace, mais aussi de son esprit, dans son rapport au monde sensible, coloré. Et c'est le déplacement, enfin, des codes d'une abstraction qui sort du cadre littéralement pour se mélanger à l'espace du musée, à celui du visiteur, à sa vie même, dans un acte de fusion presque charnel. Pour développer une image dans le monde, il faut faire quelque chose dans le monde lui-même, de sorte que le toucher ne soit pas seulement de l'ordre du toucher, mais qu'il soit de l'ordre de l'entrelac entre 2 choses. C'est presque comme quand on tombe amoureux, c'est presque la même chose. Certains vous diraient que la personne est idiote ou qu'elle a un drôle d'air, mais vous ne le verrez pas.
Vous ne verrez aucun argument pour ou contre. Vous êtes juste dans un état de connexion totale. Dans une volonté de complète connexion, je m'apprête à demander enfin à Katharina comment elle relierait, elle, ses œuvres à des réalités concrètes du monde. Katharina, si vos œuvres au Centre Pompidou-Metz étaient une musique ou un son, quelle serait-elle ? Peut-être du verre, ou comme si du verre éclatait en milliers de petits cristaux. Si elles étaient un sentiment ou une sensation. Je pense vraiment 40 degrés d'air chaud sur ma peau. Dernière question, si vous étiez justement une question ou un conseil que votre œuvre exprimerait, ce serait laquelle ou lequel ? Changez de perspective et ne regardez pas en haut vers les étoiles, mais imaginez regarder en bas vers les étoiles. Merci aux équipes du Centre Pompidou-Metz, à l'artiste Katharina Grosse, à Sophie Bernal au doublage et à Ida Soulard à la lecture.